Bonjour à vous tous. Bienvenue avec nous pour cette autre émission sur l'hypnose. Donc, allez parler un petit peu avec des gens qui utilisent l'hypnose pour eux-mêmes, aussi avec leurs clients ou leurs patients, et aussi des gens qui l'enseignent, comme par exemple aujourd'hui avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Isabelle. Alors Bruno, toi tu as une école de formation donc en France, oui, tout à fait, où tu enseignes l'hypnose et tu fais aussi de la consultation avec l'hypnose. Tu sais, beaucoup de gens ont des questions sur l'hypnose, donc qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Qu'est-ce que tu réponds à ça quand les gens posent la question? Alors, la première chose que je réponds, c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans la première page de mon site internet. C'est l'hypnose n'endort pas, elle réveille. Ah oui. Alors ça, c'est très confusant, ce qui est une très bonne chose. C'est une technique effectivement d'induction. L'idée en fait, c'est que l'hypnose est un état modifié de conscience naturel. Donc on est naturellement en état d'hypnose, ce qui veut dire qu'on ne peut pas ne pas être en état d'hypnose. Ce qui veut dire que les gens qui se disent non hypnotisables sont tout simplement dans l'impossibilité à un moment donné d'être dans le lien avec la personne qui va les accompagner en hypnose. Mais ils sont tout à fait capables d'être hypnotisés ou d'être dans un état hypnotique. Car quelquefois j'ai des gens qui viennent me voir en disant mais j'ai peur que ça ne marche pas avec moi. Oui, on entend des fois ça, les gens ont cette inquiétude. Donc cette peur, elle est liée à d'autres choses. Alors on va aller chercher les peurs éventuellement à un autre moment, mais c'est un état naturel dans lequel on est systématiquement à peu près 5 à 10 minutes toutes les 90 minutes. L'hypnose, c'est également une forme d'hyperfocalisation. Donc en fait, quand on va se concentrer sur quelque chose, finalement, on va ouvrir une voie pour l'inconscient. Car comme d'autres techniques, que ce soit la psychanalyse, qui est ma spécialité principale, mais également l'utilisation par les mouvements oculaires que j'enseigne également, l'IDECOM, et puis l'hypnose, ce sont des voies d'accès à l'inconscient. Alors ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir travailler, ou de pouvoir permettre aux patients de travailler avec son propre inconscient dans des conditions telles qu'il ne serait pas capable de les atteindre s'il le faisait seul. Et donc d'aller plus profondément à l'intérieur de lui-même, de manière à ce qu'il soit confortable et qu'il puisse recontacter des ressources qu'il a ou des problématiques qu'il a vécues d'une manière ou d'une autre. Dis-moi, dans l'expérience que tu as, parce que tu es psychanalyste aussi de métier, il y a beaucoup d'avantages, bien évidemment, à recontacter l'inconscient. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. En fait, le mot inconscient, pour certaines personnes, ça peut leur faire peur aussi. C'est un mot qui a été galvaudé un peu, alors qu'en fait, ça veut juste dire être en contact avec qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ça. Donc, quels sont les avantages que les gens pourraient entendre qui feraient en sorte qu'ils se diraient oui, ben, finalement, c'est pas aussi compliqué que ça, ou aussi difficile Alors, la première chose, c'est que à partir du moment où on s'autorise à être accompagné dans cet état d'hypnose, on a cet accès à une sorte de bibliothèque immense et infinie de toutes les connaissances que l'on a pu nous-mêmes acquérir pendant les dernières années, toute notre vie, et que l'on a peut-être un petit peu oublié. Donc ça, c'est déjà un des premiers avantages. On sait que l'on ne sait pas que l'on sait. Et le fait de prendre conscience que l'on sait que l'on ne sait pas que l'on sait nous permet de savoir que l'on peut utiliser des ressources que l'on a. Un exemple très facile à prendre, on ne se rappelle pas forcément de la manière dont on a appris à écrire ou à lire ou à marcher ou à faire du vélo, mais on a appris et on sait le faire aujourd'hui. Et les mécanismes d'apprentissage que l'on a mis en œuvre à l'époque, on les a peut-être un petit peu oubliés. Alors que justement, sous hypnose, on va pouvoir utiliser, reconnecter la personne et son inconscient à ses ressources, à ses capacités d'apprentissage pour l'aider. Alors ça va être l'aider dans l'apprentissage d'une langue, l'aider dans l'apprentissage d'une technique quelconque, dans un examen par exemple. Alors ceci étant, l'hypnose c'est pas un outil magique, il n'est pas avec une baguette magique qui est notre chapeau de sorcier. C'est important et de dire. Voilà, parce que j'ai l'habitude de dire aux étudiants qui viennent me voir en préparation de leurs examens, je leur dis l'hypnose va vous permettre d'ouvrir les tiroirs que vous avez à l'intérieur de l'esprit, mais si les tiroirs sont vides, je ne peux rien pour vous.
C'est bien, et c'est vraiment important effectivement de le dire. Hein. Ça recontacte finalement, lorsqu'on retourne comme ça à l'intérieur, toutes les stratégies, les capacités, les compétences, les connaissances que l'on peut avoir. Absolument. C'est ça. Alors l'hypnose, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de travailler sur différents niveaux de profondeur, différentes profondeurs. On peut être en hypnose très légère, on peut être dans une hypnose un peu plus profonde, jusqu'à être dans une hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose ultra ou l'hypnose SDL pour être un petit peu technique, mais je veux dire, très profondément, on peut envisager de subir une intervention chirurgicale, même lourde, sous hypnose. Ça a été fait dans différents CHU en France et dans le monde, où on a même fait une intervention de la chirurgie du cerveau sous hypnose. Donc ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est que c'est vraiment un outil quasiment universel que l'on peut utiliser parce que c'est un outil naturel. Alors il faut évidemment qu'il y ait une formation adaptée à chaque technique, et je dirais, à l'instar de ce qu'écrivait le docteur Hammond, c'est qu'il est peut-être préférable de ne pas faire sous hypnose que l'on ne sait pas faire en dehors de l'hypnose. C'est très important, par exemple, on ne peut pas imaginer que, ça ne porte pas d'intérêt de vouloir hypnotiser quelqu'un de manière extrêmement profonde en vue de faire une chirurgie si on n'est pas soi-même anesthésiste. Oui. Je pense qu'il faut être capable de gérer la conversion de l'hypnose dans une technique précise. J'ai quelquefois des questions sur l'utilisation de l'hypnose en psychothérapie. Quand on travaille sur des patients psychotiques, il faut quand même faire un petit peu attention, il faut aussi être capable de gérer des phénomènes de décompensation. Oui. C'est important ce que tu dis parce qu'on a besoin des compétences exemplaires en accompagnement ou des compétences médicales. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'hypnose médicale aussi, qui est très importante, et toute cette hypnose thérapeutique qui existe, et une autre forme d'hypnose qui peut être utilisée en coaching. Donc, les compétences de l'accompagnant, c'est sa profession de base et c'est les études qu'il a fait. L'hypnose, c'est un outil à l'intérieur de tout ça que quelqu'un de compétent peut utiliser. Voilà. C'est effectivement ma croyance, c'est-à-dire que on peut être hypnothérapeute, bien évidemment, mais à condition d'appuyer cette compétence sur une autre compétence. L'outil hypnose est essentiel parce que si on réfléchit bien, quand on travaille en psychanalyse, on a un patient sur le divan, on le laisse parler, ou on peut être en face à face, je fais de la psychanalyse aussi en face à face, et on va poser des questions ou pas, de manière à ce que le patient puisse s'autoriser à un moment ou à un autre à ouvrir une porte ou plusieurs portes et laisser son inconscient ramener des choses au niveau de son conscient. Donc on va essayer de conscientiser un certain nombre de problématiques qui ont été notamment refoulées. Ça, on peut le faire sous hypnose. Et finalement, quelle est la différence entre la psychanalyse et l'hypnose d'une certaine manière? Il y a l'intention qui va peut-être être différente, et puis il y a la voie d'abord de la spécialité. C'est vrai que les gens viennent peut-être plus facilement me voir en tant qu'hypnothérapeute qu'en tant que psychanalyste. Oui. Mais la psychanalyse est quand même quelque part aussi une forme d'hypnose. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est que, tu me dis si je me trompe, mais c'est que le client, le patient en soi, de toute façon va aller à l'intérieur de lui-même pour laisser émerger tout le matériel qui est là et sur lequel vous allez travailler, lui bien sûr faire son analyse là-dessus, mais vous allez travailler ensemble. Tout à fait. C'est ça. Maintenant, il y a plusieurs termes en hypnose. Au Québec, on a tendance à dire hypnologue, hypnothérapeute, ça dépend des approches. Mais en fait, pour moi, ce qui est important, et je pense que toi aussi, c'est qu'à travers ça, notre rôle quand on accompagne quelqu'un avec l'hypnose, c'est que aussi ils apprennent. Donc toi, tu enseignes aussi l'auto-hypnose pour que les gens puissent l'utiliser. Alors ça, c'est une chose que je trouve essentielle. Je n'ai pas l'intention de voir, moi, des patients pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou alors si, à condition de, à chaque fois, vraiment travailler des choses nouvelles. Mais l'idée, c'est quand même que quand on a des patients, y compris des patients qui sont dans des situations de stress, de souffrance extrêmement importantes, c'est quand même de leur donner la possibilité d'avoir des outils. Donc, quand je travaille en hypnose, pas forcément dès la première séance, ça va vraiment dépendre de la capacité du patient à pouvoir rentrer dans un état hypnotique. Mais je fais comme prescription de tâches des exercices debout ou bien assis
D'ailleurs, je pratique l'hypnose debout, assis ou couché. Enfin, les patients sont dans l'une des trois positions, en fonction de ce que je veux travailler. On pourrait y revenir. Mais l'idée, c'est que l'auto-hypnose permet véritablement de se mettre dans des conditions telles que on va pouvoir retravailler la séance, retravailler tout ce qui a été vu avec le thérapeute, et aller chercher des ressources, encore une fois, qui vont être des ressources, on va dire, constructives, ou bien des ressources apaisantes par rapport au fait que l'on a une émotion très forte qui monte, et avec l'auto-hypnose, on va pouvoir décompresser, libérer cette émotion, et éviter, par exemple, les gens qui ont des accès de colère, qui ne comprennent pas pourquoi, contre leurs enfants ou autre chose, eh bien ces gens-là peuvent, à un moment où ils sentent que le déclencheur est là, se mettre en état d'auto-hypnose et, parler d'autres techniques qui existent, comme l'utilisation par les mouvements oculaires, mais je veux dire, il y a encore d'autres choses. On peut imaginer que la méditation, la prière, etc., soient des éléments qui rentrent en ligne de compte en fonction des croyances. Mais j'ai noté souvent que des patients qui étaient soumis à des sautes d'humeur ou à quelle qu'elle soit, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse par la dépression, etc., avaient quelquefois du mal, parce que c'est pas facile de faire l'exercice que je demande, même si l'exercice en soi n'est pas difficile, il faut s'y mettre. Et ça veut dire que déjà, il y a un premier exercice que je leur demande, de s'obliger ou de se dépasser un peu pour faire cet exercice-là. Et dans 100% des cas, les gens qui ont réellement fait cet exercice-là ont senti la différence. Et c'est très, très large comme application. J'ai eu l'occasion de faire ça à une jeune fille qui passait son bac et qui avait des résultats un peu difficiles pendant toute l'année. Et je lui ai dit, avant de faire un devoir surveillé de 4 heures de physique ou de maths ou je ne sais quoi, vous pouvez aller même aux toilettes par exemple, et vous vous asseyez, vous faites 1 minute d'auto-hypnose, c'est un endroit très discret, voilà, et donc on est à l'abri des regards, et puis même devant sa feuille sur la table de travail, et bien d'un seul coup on ferme les yeux, on se connecte avec cette expérience que l'on a pu vivre en cabinet, et on retrouve tout de suite le même état rapidement. Et ça c'est essentiel, c'est vraiment aller vers l'autonomie du patient, et je le fais y compris en psychanalyse. C'est bien, moi ça me fait penser, comme je donne des formations en auto-hypnose aussi, à certains cadres en entreprise ou gestionnaires qui vont faire de l'auto-hypnose, l'utiliser pour eux, soit par exemple pour avoir plus d'imagination, être plus créatif, ou bien quand ils sont bloqués pour trouver des solutions, et définitivement gestion du stress. Donc j'imagine que dans ton cas, la gestion du stress, ça doit être quelque chose aussi qui est assez utilisé. Alors tout à fait, parce que la gestion du stress en psychanalyse ou en psychothérapie, elle est liée inévitablement, et je dirais un peu consciemment, puisque c'est quand même ce qu'on essaie de faire, à des événements dramatiques du passé. Ou en tout cas des événements dont la représentation est dramatique. Donc forcément, j'ai en tête un cas particulier d'une de mes patientes qui avait 54 ans, si j'ai bonne mémoire, et qui m'a raconté qu'elle avait été violée entre 6 et 8 ans, et puis qu'elle avait été aussi violée dans des conditions un peu particulières quand elle avait 22 ans. Et elle me racontait ça comme si elle me racontait le film de la veille. Elle avait pris une telle distanciation par rapport à l'événement que l'affect qui était refoulé ne recevait plus l'information. Cependant, à chaque fois qu'il y avait, entre guillemets, une excitation, une incidence sur le souvenir, même s'il était distancié, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur. La problématique étant que c'était difficile dans ses relations avec les autres, ce qu'on peut comprendre quand on regarde les choses de l'extérieur. Mais comment on peut les regarder de l'intérieur? Et psychanalyse, psychothérapie, tout ça finalement avait été aidant pour éloigner l'objet, le souvenir. Sauf que quand on ramène le souvenir près de l'affect, là, c'est extrêmement compliqué. Donc ça générait des comportements difficiles pour elle. En hypnose, on était capable de travailler en nettoyant un petit peu tous les événements sans les nommer, dans différentes choses qui étaient liées à sa vie. Et on n'a jamais vraiment parlé de ce problème-là. Et puis un jour, j'ai au téléphone pour prendre rendez-vous pour la 5e séance.
Et en fait, la 5e séance n'a jamais eu lieu. Du moins, elle a eu lieu au téléphone. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la voix, donc j'ai posé les questions en entonnoir, et là, ça a explosé. Elle a libéré tout l'affect qu'il y avait par rapport à ça. Et après, elle a pu retravailler avec un autre psychanalyste, parce que moi, je préférais qu'elle voie quelqu'un d'autre. Et ça lui a vraiment permis de se libérer, et j'ai quelques nouvelles de temps en temps, et ça va très bien, c'est super. Donc c'est vraiment une approche extraordinaire quand même, hein, que l'hypnose. Tout à fait. Oui. Alors on retrouve aussi des éléments concernant l'hypnose dans des choses plus traditionnelles. C'est vrai que j'ai quelquefois des gens qui me téléphonent pour l'arrêt du tabac ou pour perdre du poids. Bon. Alors, pour moi, dans mon approche thérapeutique, ce sont des mécanismes de défense. Le tabac, par la fumée qui se développe et qui va masquer un certain nombre de choses, donc on masque des événements, évidemment, tout cela est symbolique, et le poids qui va permettre de créer une sorte de distance, de se mettre un petit peu une bouée de protection, un petit peu comme les défenses que l'on met le long des bateaux pour éviter qu'ils cognent contre le quai. Donc on se met ces défenses-là autour de soi. Alors, si on a une approche, on va dire, j'allais dire mécaniste, qui consiste à dire je fais un encliquetage et puis j'empêche en fait la personne de déclencher son mécanisme de prise de cigarette, etc. On a quand même un risque, à mon sens, de transfert. Donc j'avais écrit il y a en janvier 2015 dans l'officiel de santé qui est publié en France, lors du congrès d'ophthalmologie de langue française à Lille, en janvier 2015, j'avais écrit un article justement sur l'intérêt de l'hypnose. Cet article s'appelait « Hypnothérapie et psychothérapie au service de la pneumologie ». En montrant d'une part que l'hypnose, dans les quelques rares articles qui sont disponibles et qui ont un aspect un petit peu scientifique, que l'hypnose était efficace à 6 mois à 32%, quand le Champix ou d'autres produits comme celui-là étaient efficaces à 16%. Ceci étant, si on fait ce blocage, si on empêche la personne de fumer, je pense qu'il y a effectivement ce risque de transfert vers des produits différents, dont le moins dangereux à mes yeux est le chocolat. Ce qui nous amène après sur les problématiques de poids. Mais l'idée, c'est de prendre l'arrêt du tabac comme la problématique de poids comme étant une perturbation psychique, quelle que soit la cause. Et en faisant ce travail-là, j'ai une patiente par exemple qui a arrêté de fumer alors que c'était compliqué pour elle, victime d'un pervers narcissique, enfin bon, c'était quand même quelque chose de lourd. On a travaillé là-dessus, puis ensuite on a travaillé sur l'arrêt du tabac. Cela fait maintenant 36 mois qu'elle a arrêté de fumer, pardon. Elle a travaillé sur elle, elle continue de travailler sur elle. Oui, tout à fait. Mais ça fait 36 mois qu'elle a arrêté de fumer, et malgré des événements de vie qui ne sont pas toujours simples, eh bien, elle n'a pas eu envie de reprendre. Il n'y a pas eu de transfert. Non, il y a eu de transfert. Elle a pris 2 kilos après la deuxième séance, et elle a reperdu ça sans aucun problème. Et elle vit exactement comme un non-fumeur. J'ai d'autres exemples comme cela, avec des reculs à 1 an et demi ou 1 an. Après, je sélectionne d'une certaine manière les patients, c'est pour ça que ça n'a pas forcément d'intérêt scientifique, parce que je dis aux gens que s'ils veulent arrêter de fumer, enfin s'ils viennent chez moi en pensant qu'avec ma guêpe magique je vais leur sortir et ne plus fumer du tout de leur vie, sans jamais avoir envie de fumer, non. Je veux que les gens qui viennent me voir viennent travailler sur. Moi, ce que j'allais dire, c'est ce que j'apprécie beaucoup de l'hypnose, c'est que les gens, peut-être au démarrage en tout cas, ont l'impression qu'on va faire pour eux, parce que être passif. Mais en fait, pas du tout. Ils sont très actifs à l'intérieur d'eux. C'est eux qui font à l'intérieur. Dans le fond, nous, on les accompagne à travers ce processus. Tout à fait. La difficulté parfois, c'est justement que, dans mon approche en tout cas, il faut aller chercher des raisons, des causes du tabagisme. Et quelquefois, les gens n'ont pas envie. Il m'est arrivé d'avoir une patiente qui est venue me voir parce que sa fille lui avait dit de venir me voir. Et j'ai senti dès la poignée de main qu'elle ne voulait pas.
Elle voulait pas. Donc on a travaillé sur d'autres choses, notamment à amener des ressources à son tabagisme parce qu'elle avait des problèmes de santé. Comment elle pouvait éventuellement intégrer même ses propres ressources d'une manière différente. Ce qu'on appelle les visiteurs. Oui, c'est les visiteurs, c'est pas les visiteurs du mercredi. Non, c'est ça. Dis-moi, je sais que tu as travaillé aussi plusieurs fois avec le poids, la gestion du poids. Pourrais-tu m'en parler un peu, comment ça se déroule en hypnose pour la gestion du poids? Alors, là, c'est d'abord l'hypnose, encore une fois, comme outil. Oui, c'est ça. Parce que dans les processus de perte de poids, j'intègre quelques conseils, bien évidemment, sur la manière dont les gens s'alimentent, mais je travaille aussi avec de la PNL, par exemple, pour les positions perceptuelles, parce que souvent, les problématiques de poids sont liées, pas systématiquement, mais souvent à des problématiques de fixation orale. J'ai l'habitude de dire aux gens, dites-moi comment vous mangez, je vous dirai quelle relation vous avez avec votre mère. Bon, mais c'est un peu facile. Ceci étant, c'est une réalité. Donc, le poids étant un mécanisme de défense, il faut déjà, à mon sens, analyser quel est ce mécanisme de défense, comment il se met en place et qu'est-ce qu'il vient protéger. De quoi vient-on se protéger avec ça? Alors souvent, je suis un petit peu dans la provocation, mais c'est aussi de la confusion, donc c'est une technique en hypnose, en disant aux gens qui viennent me voir pour le poids, on va parler de tout sauf de votre poids. Et j'ai une patiente par exemple qui m'a raconté son histoire, évidemment qui a même publié sur Facebook sa propre histoire, ses propres résultats. C'est une patiente qui a perdu 40 kg en 6 mois, et qui 6 mois après, puisque je vais la recevoir pour 1 an, là, est toujours au poids qu'elle avait perdu, qui a eu une stabilité dans le temps. Un bon maintien. Voilà, parce qu'en fait, là aussi, on n'est pas dans un système de régime. On ne risque pas de faire le yo-yo, sauf si on bloque les choses. Mais on change de paradigme, on change de position, de perception du besoin du poids. Et cette personne a énormément travaillé sur tout, sauf sur son poids. Donc toute son histoire de vie, et là on a traversé des traumatismes, les uns après les autres, avec des choses extrêmement compliquées, beaucoup de courage de sa part. Mais le résultat, c'est qu'elle est transformée intérieurement et extérieurement. 40 kg de moins, c'est beaucoup. Et non seulement c'est 40 kg de moins, mais c'est 40 kg de moins à la fois physiquement, mais également au niveau de la tête, au niveau du mental aussi. Parce que ça, c'est une difficulté que l'on a, d'avoir un décalage dans les régimes entre le poids physique et le poids mental. Et il m'est arrivé dans la gestion du poids d'avoir des personnes qui venaient me voir parce qu'ils avaient un corps, disons, qui faisait du 42 ou qui pesait 60 kg, 70 kg, mais dans leur tête, ils avaient un poids de 120 kg. Et ça a été compliqué à gérer parce que cela avait une répercussion importante sur leur vie sociale et sur leur vie intime aussi. Donc des problématiques dans le couple. Donc il faut vraiment, sur les problèmes de poids, être très très vigilant sur l'écologie. L'écologie pour la personne, c'est-à-dire est-ce que c'est bien pour elle de perdre du poids, quelles sont les raisons pour lesquelles elle veut perdre du poids, et est-ce que c'est bien pour l'environnement. Pour le système en entier. Je suis très très vigilant sur ce sujet, en disant attention, vous allez changer. D'ailleurs dans toute psychothérapie ou psychanalyse, je le dis également, vous allez changer. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour votre entourage? Absolument. Donc ça c'est le principe de l'écologie, la gestion des conséquences, qui est comme essentiel pour que la personne, quand elle amène son changement, qu'elle emmène son changement, mais un petit peu comme j'avais dit avec le transfert, qu'elle ne transfère pas sur autre chose et que ça ne gêne pas les gens autour d'elle. Je me souviens d'une cliente un jour, elle avait l'inquiétude, et c'est compréhensible, de perdre son mari ou sa relation de couple à travers le changement. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération aussi. Tout à fait. Ouais. Dans cette hypnose, parce que tu sais, il y a différentes formes d'hypnose. Donc, je sais que tu pratiques toi aussi différentes sortes d'hypnose, mais que tu pratiques beaucoup aussi d'hypnose ericksonienne. Voilà. Comment tu la trouves différente des autres, en quelques mots, cette approche? Je la trouve très permissive. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Quand on construit une métaphore ericksonienne, on peut se permettre de laisser aller notre imaginaire, tout en permettant au patient ou au client de s'approprier cet imaginaire. On peut très bien l'emmener sur une plage de sable chaud ou lui dire que cette plage de sable chaud, ça peut être autre chose pour lui, ça peut être du goudron fait un pont, etc. C'est exactement la possibilité pour lui de s'approprier les choses, et on peut raconter une histoire qui n'a rien à voir avec le sujet
la problématique que le patient Officiellement. vient de traiter, officiellement, voilà, Officiellement, absolument. Mais par exemple, le patient va l'interpréter, il va comprendre ce qu'il y avait derrière. Et c'est ça qui est extraordinaire, puisqu'en fait, on ne s'adresse pas à l'intellect, on ne s'adresse pas au conscient, on s'adresse à l'inconscient. Et je pense qu'il est essentiel, quand on pratique l'hypnose, de se mettre nous-mêmes en auto-hypnose, à un certain niveau, pour pouvoir communiquer d'inconscient à inconscient. Ça me paraît essentiel. Alors, je pense qu'on va conclure là-dessus, parce que je pensais tellement ça, de dire que soyons nous-mêmes ce que l'on souhaite pour l'autre. Hein, voilà. Et en hypnose, c'est la même chose. Donc, merci beaucoup, Bruno. Merci à toi. Merci à vous tous et bonne continuation dans l'hypnose.